Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va donc dans l'atelier digital digitaliser la 230F607 de Rocco. J'ai fait l'unboxing et je vous le remets là dans les fiches si vous ne l'avez pas vu. Donc, je ne vais pas redire ce que j'ai dit lors de l'unboxing. Là, on va se concentrer essentiellement sur la mise en route de la machine, sur les étapes de mise en route nécessaires, conseillées par le fabricant d'une part, et puis la première phase de rodage sur le banc à rouleau, 30 minutes en avant, 30 minutes en arrière, et évidemment aussi tout ce qui va être lié à la configuration du décodeur, parce qu'effectivement, quand on met le décodeur dans une machine, le décodeur il est en paramètre usine, il va donc falloir l'adapter par rapport aux spécificités spécifiques de l'engin qu'on est en train d'équiper, en l'occurrence la 230F. Donc, on va d'abord commencer par mettre le décodeur, par enlever la machine de son support de transport, la mettre sur le banc à rouleau et commencer à faire les configurations et la lubrification aussi avant de la mettre sur le banc à rouleau. Eh bien, je vous propose qu'on commence tout de suite par la mise en place du décodeur. Alors, il faut soulever la hotte. Ça se fait assez bien. C'est assez facile, en fait. Voilà, c'est assez facile. Donc là, on a la hotte. Alors, on peut regretter que le charbon soit un petit peu trop mécanique et régulier. Donc là, ici, il faut enlever ce truc-là, d'une manière ou d'une autre. Alors ça, c'est un plug qui est mis, qui est tout petit, en fait. Alors ça va du Plux 12. Et donc maintenant, il va falloir mettre le, le décodeur MN. Alors avant de mettre un décodeur comme ça, il faut se mettre à la masse, toucher une partie métallique de votre ordinateur, par exemple. Voilà. Voilà. Et donc on va aller chercher le décodeur ici, enlever le petit morceau de pâte à fixe qu'ils ont mis derrière, et là, normalement, on doit le mettre comme ça. Alors, je vais le poser pour l'instant là. Parce que j'ai besoin d'avoir un peu de lumière. Alors, ça va un peu cramer l'image. Mais moi, sans lumière, sur des trucs aussi petits, normalement, ça devrait être bon. Bon. Alors, ensuite, on va enlever la trace de doigt qu'on a mis sur le truc. Là. Et on va venir réinsérer la hotte. Et la reclipser. Voilà. Et voilà. Oh, pas grand-chose de difficile. C'est plutôt pas mal. Donc moi, je vous conseille de garder le bouchon euh, parce que si vous êtes amené à vouloir repasser en analogique ou à changer de décodeur, etc., c'est toujours mieux d'avoir gardé le bouchon, de le remettre dans sa boîte. Voilà, maintenant on va passer à une autre étape. Alors, là, je vais prendre
présentoir. Et je vais faire un petit élément comme ça pour pencher la locomotive, pour pouvoir lubrifier de ce côté-là. Petite lubrification ici. Petite lubrification ici. Et sur le même ton, on va passer de l'autre côté. De lubrification ici. Un petit peu sur le rail. Voilà. Et on va essayer de mettre un petit peu sur le même ton là-bas. Voilà. On va remettre l'ensemble sur les supports. Et on va maintenant dévisser en dessous les deux vis, celle qui visse la machine et celle qui visse il était serré comme un bourrin, celui-là. Autant la machine n'était pas trop serrée, autant le tendeur, il était pas mal. Donc normalement, si je ne l'ai pas merdé, quand on soulève la machine, il se passe rien. Il y en a un deuxième. Là. Ah, d'accord. Comment c'est fait? Ah, d'accord, ok. Donc on a en fait le système de maintien ici qui du coup qui a été enlevé. Bon, bah maintenant on va mettre la locomotive sur le banc. Alors, maintenant que le banc est branché, là on est sur JMRI. On va faire nouvelle locomotive. On va donc avoir cette fenêtre-là qui va s'ouvrir. Je vais réduire un peu en hauteur. On va faire lire depuis le décodeur. Et voilà, il m'a bien détecté le MN 330. Donc là, on fait ouvrir le programmateur complet. On a donc la fenêtre du programmateur qui s'ouvre. Donc, l'identification de la machine
Bah, c'est la 230 F607. Nom de la compagnie, SNCF. Numéro de ligne, pour l'instant, on met rien. Constructeur, Rocco. Là, je l'enregistre à mon nom. Et le modèle, c'est 71 385. Commentaire. Alors là, le commentaire qu'on va mettre, c'est acquisition 8 09 2025. Et ensuite, on va mettre dans le champ suivant firmware update 08 09 2025. Et on enregistre le fichier. Et donc maintenant, on va aller tout de suite et immédiatement dans l'onglet basique et on va faire lire tout cet onglet. Donc, ce que vous ne voyez pas forcément ici, c'est les comment ça s'appelle, je vais légèrement modifier là. C'est qu'en fait, il a marqué les CV en cours de lecture. Donc, là, on a plusieurs informations qui sont intéressantes de base. Le décodeur est en sortie d'usine, hein, je le rappelle. Donc, la première des choses que l'on va faire, c'est qu'on va regarder ici, cette fenêtre-là, là où il est marqué ID constructeur, version de décodeur, sous version 15. Donc, on a bien 145 ces IMO. Version du décodeur, c'est la 5e révision des firmware MN et MS, et sous version 15. Ah oui. Donc, ce que l'on va faire immédiatement, c'est qu'on va aller sur le site de Zimo, donc zimo.at, et on va regarder sur le site zimo.at les mises à jour pour le décodeur MN. Et donc, là, on a version 5.15 du 21 mars 2025. Donc, c'est la dernière révision du firmware qui est dans le décodeur. Donc déjà, ça, c'est plutôt pas mal, parce que, en fait, je ne vais pas avoir à mettre à jour le décodeur, puisque le décodeur est à jour. C'est du coup assez simple, ce qui veut dire aussi que le décodeur a été fabriqué cette année. C'est pas un vieux décodeur qui est resté dans les stocks du fabricant ou du vendeur pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Là, on sait que le décodeur a été fabriqué après le 21 mai 2025. Donc du coup, je reviens sur ma fiche et je fais ici, je mets, au lieu de mettre fait update, je mets fait original en date du 21 mai 2025 et j'enregistre. Donc là, comme ça, j'ai déjà les premières informations de base. Je reviens sur mon onglet basique. Et je vais commencer par les choses de base. Donc les choses de base, ça va être relativement simple dans le cas de cette locomotive. On va lui donner une adresse. Donc l'adresse, c'est une 230. C'est la 3e 230 que j'ai sur le réseau de Wessenheim, hein, puisque les 2 premières 230, ce sont des 230K. Donc les 2 baleines. Il y en a une qui est encore en cours de construction, mais il y en a une autre qui est déjà faite, la 667. Donc, comme je suis pour l'instant ma logique de nommage, eh ben, ma logique de nommage, c'est de mettre un chiffre qui correspond au chiffre d'acquisition, plus ensuite après le type de machine, donc 230. Donc comme c'est la 3e et que c'est 230, bah, ça va être 3 230.
Donc en dessous, on voit à quoi ça correspond en termes d'adresse de décodeur, adresse longue, euh, adresse décodeur et adresse longue. Je ne sais pas pourquoi il me met ça, mais on va se mettre en adresse longue. Voilà. Et là, adresse de décodeur, il me met 127. Et là, on va mettre 3 parce que c'est pas du tout. Voilà, je sais pas pourquoi il m'a mis ça, lui. 3, 330. Ça doit être un 3, 3, non, 3, 230, pardon. Voilà. Ensuite, après, donc attendu, normal, mode analogique activé. Non, je vais désactiver. Je me mets en digital NMRA seulement et je fais écrire tout cet onglet. Voilà. Donc là, il écrit toutes les CV liées à cet onglet. Je ne m'occupe pas des CV utilisateurs. Je n'en ai pas besoin. Ça sera un truc qu'on utilisera avec la topologie MU. On aura l'occasion de nous en reparler. Bien, maintenant, on va aller sur l'onglet moteur. Et l'onglet moteur pour pouvoir régler ça. Alors, là, vous voyez que pour l'instant, tout est à 0. Donc, première des choses, c'est qu'on va interroger quelles sont les valeurs qui sont déjà dans le décodeur. Donc, on laisse dérouler. Et maintenant, il va falloir que on aille sur la notice du décodeur. On retourne sur le site de Zimo. On va aller chercher, on va se mettre en anglais sur le site de Zimo, ce sera mieux quand même. On va aller chercher les manuels, Zimo User Manuals, et on va aller chercher la famille des décodeurs. Et ça se tombe bien, il est gentil, Monsieur Meyer, c'est qu'il nous a fait une version en français, pour une fois. Donc, elle date du 3 juillet 2025. Donc, on va aller chercher cette notice et on voit tout de suite décodeur MS 440 à MS 990 et décodeur MN 140 à MN 340. Donc, on va continuer à dérouler. Alors, je n'ai pas besoin des onglets de page. On va continuer à dérouler tranquille. Donc là, il monte tous les décodeurs. Hein. Ça, c'est le truc habituel avec comment ça s'appelle, les fumigènes. Alors, on voit d'ailleurs qu'il y a des fumigènes pulsés qui permettent d'aller. Ça, c'est pour les grandes échelles, hein, mais il existe des fumigènes plus petits. Et puis, alors là, c'est une nouveauté. L'exploitation en MFX. Maintenant, ils le mettent. Ils sont gentils. Et donc, du coup, on va gentiment descendre sur un tableau qui doit être quelque part. Voilà, qui est ce tableau-là. Qui sont les valeurs conseillées pour le moteur, pour les CV9, les CV147, les CV148 et les CV149. Alors, normalement, on avait un autre tableau, si je ne m'abuse, pour... je suis peut-être descendu trop vite. Réglage de base, numéro différenciation, identification de produit, verrouillage, exploitation analogique, contrôle et régulation. Ah, petite coquille. Alors, régulation moteur, c'est pas ça. Tension de référence pour la régulation de vitesse moteur. Alors, moi, c'est la première fois que j'utilise un MN, hein, que je configure. Non, ça doit être la deuxième, je crois. Donc, il faut que je vérifie. Ça, c'est les accélérations de CV3, CV4. Alors, CV3, CV4, ça doit être donné, si je ne m'abuse, dans la notice ici. Voilà, CV3 et CV4, on est à 20 et 18. Donc, temps d'accélération 20, 4, 18. Comme Rocco utilise un MS450, on peut considérer qu'on est à peu près sur les mêmes valeurs, puisque c'est la même famille de décodeurs, c'est le même microprocesseur. Donc, on peut mettre les yeux fermés 20 et 18 sur les deux premières valeurs qui sont ici. Donc, accélération 20, décélération 18.
Voilà. Alors ensuite, le voltage de référence, on vérifie bien, c'est le CV57. Là, je reviens bien sur ma notice ici. Et fixe la tension maximale qui sera appliquée aux bornes du moteur à pleine vitesse en dixièmes de volt. Plage raisonnable, bon fonctionnement de 10 à 24 volts, c'est-à-dire une valeur entre 100 et 240. Avec un système numérique fournissant une tension de voie de 22 volts à vide et de seulement 16 volts à pleine charge, programmée entre 140 et 150. CV57 égale 0. Dans ce cas, la tension présente sur la voie est utilisée comme référence relative et utilisée avec une tension de voie stabilisée. Donc, moi, par souci d'usage, je vais mettre 145. Ça me semble être une bonne valeur pour ma CV57. Ensuite, intensité de la force contre-électromotrice. Donc ça, c'est le CV58. On regarde à nouveau sur la notice ce que va nous dire Zimo. Alors là, ils disent que en fait, l'influence sur la régulation se fera dès la révision 6 des firmware. Du coup, on va d'abord s'occuper des CV 9, 147, 148 et 149, qui sont les configurations de base des moteurs. Donc, on devrait l'avoir ici. Voilà, CV9, Motor Frequency and EMF Sample Rate, donc c'est-à-dire fréquence moteur et sample, échantillonnage, pardon, de la force contre-électromotrice. Du coup, quand on regarde ça sur la CV9, on voit que la CV9, on peut mettre une valeur comprise entre 3 et 97. Alors, est-ce que Rocco avait spécifié une valeur pour la CV9? Non. Sur la notice, ils n'ont pas mis de valeur spécifique sur la CV9. Donc, on va revenir sur la notice et on voit que pour un moteur 5 pôles, on peut se mettre entre 3 et 97. Alors, du coup, regardons un petit peu plus en détail à quoi ça correspond. Sur le tableau d'à côté, on voit fréquence de hachage du courant moteur et échantillonnage de la FCEM sur la CV9 avec un domaine de 0, 11, 99 haute fréquence et algorithme d'échantillonnage modifié et 100, 199 en basse fréquence. 55 par défaut, commande moteur à haute fréquence à 20 kHz, échantillonnage FCEM variant automatiquement de 200 Hz, à basse vitesse et à 50 Hz, automatique de 200 Hz à basse vitesse à 50 Hz. Et durée de mesure moyenne, modification de datation Immankara, automatique avec des chiffres de centaines, moteur à rotor sans fer, dizaines, fréquence d'échantillonnage et des unités durée de mesure. Donc, centaines, 1, valeur pour les moteurs à rotor sans fer, Faux-Laber, Maxon. Dizaines, A4, fréquence d'échantillonnage plus faible, moins de bruit. Dizaines, 6 à 9, fréquence d'échantillonnage plus élevée, moins d'à-coups. 1 et unité 1 à 4, mesure FCEM plus courte, bon pour les Faux-Laber, Maxon, moins de bruit, plus de puissance. Et de 5 à 9, mesure FCEM plus longue pour les moteurs à 3 pôles. Donc, fort de ça, je vais me mettre à 94, c'est-à-dire fréquence d'échantillonnage plus élevée, moins d'à-coups, et mesure de FCEM plus courte sur la marge la plus haute. Comme ça, on va déjà vérifier, et je pourrais éventuellement baisser à 91. Donc, si je reprends ma valeur, là j'étais sur une valeur de 55, je vais me mettre sur une valeur de 91. Ensuite, après, le champ suivant, c'est CV56 sur BEMF config. Donc là, pareil, je reprends la notice et je regarde
la 56. Alors la 56, voilà ce qui est indiqué. On voit que le champ est grisé. Alors le champ est grisé, pourquoi? Parce que, à titre d'information, car les réglages des décodeurs MS et MN se fait avec les CV 147 et 149. Donc du coup, techniquement, la valeur de cette CV est automatiquement transférée dans les valeurs 47 et 149 si ceux-ci sont vides. Donc autant mettre 149 et 147 tout de suite. Donc, on ne va pas s'occuper de ça, et on va aller chercher la valeur 147, puis la valeur 148, puis la valeur 149. Et donc là, bah, c'est comme dans le port salut, hein, tout est marqué. On est sur du 5 pôles Rocco, 147 avec une valeur comprise entre 100 et 160, 148 entre 60 et 100, et 149 entre 100 et 150. C'est là qu'on va déterminer la cuisine en fonction du type de votre réseau, en fait. Si vous avez un réseau qui est très pentu, à la différence d'un réseau qui est très plat, bah, c'est ces valeurs-là qu'on va changer sur l'ajustement des PID de moteur. Alors, on regarde un petit peu ce qui est indiqué dans le tableau à côté. 147, 148, 149, justage de précision. Alors, c'est ajustage réglage de précision des paramètres PID. En cas de modification de la CD56, ces CV sont actualisés automatiquement. Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien de la mettre. Voilà. Défaut, 100. Terme intégral de régulation moteur, il sera repris automatiquement de la CV56 si cette CV contient une valeur. Donc, terme intégral de la régulation moteur, il nous propose une valeur entre 100 et 160. Et le défaut, c'est 100. Donc, si on fait une petite règle de calcul moyenne, l'écart type entre 100 et 160, c'est 130. Donc, moi, je vais me mettre à 130. Voilà. C'est arbitraire, on est d'accord, mais ça va être amené à changer. Ensuite, terme différentiel de la régulation moteur. Alors, excusez-moi, j'ai cette espèce de machin, là. Je ne peux pas le virer. Voilà. Terme différentiel de la régulation moteur. Donc là, c'est pareil. On a un intervalle de 60 à 100 proposé pour le moteur Rocco. 100, c'est le terme différentiel par défaut. On a donc un écart de 40 points entre 60 et 100. Moi, je vais mettre la valeur 80. Je vais rester en médian, ce qui me permettra de pouvoir tester avec des paramètres médians sur les configurations PID du moteur. Et ensuite, après, le dernier, terme proportionnel de la régulation moteur, il sera repris automatiquement de la CV56. Donc ça veut dire que ces deux valeurs-là, la valeur 147 et la valeur 149, étaient les mêmes que ce qui était défini antérieurement sur la CV56. Donc, cette valeur-là, où on a un intervalle qui est un peu plus petit, eh ben, on va se mettre à 125 sur cette valeur-là. Et on vérifie bien une chose, c'est que si la valeur est à 0, cette CV, la valeur sauf 0, cette CV est automatiquement transférée. Voilà. Donc là, nous avons configuré notre moteur. Il y a donc deux valeurs sur lesquelles on n'a pas regardé. Le moteur Backlash Control. A priori, sur les modèles Rocco, on n'en a pas besoin du backlash. C'est pas quelque chose... c'est en fait, le backlash, c'est la gestion des jeux dans les réducteurs, et on n'a pas besoin de toucher à ça. Et l'autre qui me manque, c'est la CV... la CV56, du coup, qui peut rester comme ça. Donc, là, on a fini. Et donc, je peux faire écrire tout cet onglet. Alors, maintenant, on va faire une chose très simple. C'est que comme Rocco a donné des valeurs de base sur certains CV, eh bien, on va aller directement dans le tableau des CV ici. Et on va aller
mettre les valeurs que a proposé Rocco pour notamment la CV5. Donc la C... Alors, il y avait des valeurs avant. CV1, CV... Tension de démarrage. 1. 3. Temps d'accélération, on l'avait vu. Donc CV2 à 1. CV2 à 1. Donc là, on peut écrire cette CV-là. Voilà. Ensuite, CV4, CV3 et CV4, on l'avait déjà dit, hein, c'est donc 20 et 18. Voilà. Ensuite, CV5, c'est la vitesse max. Donc CV5, on est à 210. 210. Donc là, on va écrire directement cette CV. J'ai pas écrit la bonne. Voilà. J'ai fait une bêtise. J'ai écrit dans la CV6, j'aurais pas dû. Bon, c'est pas grave. Parce que c'est pas grave, parce que je vais remettre une valeur tout de suite dans la CV6. Donc, CV6. Hop. Ah, je m'étais trompé de ligne. Voilà. J'ai eu de la chance. CV8, bah, on s'en fout. Et CV266. Alors, CV266, moi je m'en tape parce que ça, ça concerne le son. Par contre, même si je n'ai pas de fumigène, je vais quand même régler les valeurs de base de la CV 137, 138 et 139. Comme ça, ce sera fait. 138. Alors, 137 d'abord. On se met sur le champ 137. 137, on met 22. 22, là les flics. 22, 22, 22. 138 et 139, 22. Voilà. Et voilà. Et, voilà. Et là, on va écrire. Ces 3 CV. Du coup, maintenant, on peut revenir sur les choses de départ, c'est-à-dire le moteur, ça c'est bon. Les contrôles basiques de vitesse, donc là on voit que on a la configuration de base. Pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Les tables de vitesse, pour l'instant, je laisse ça comme ça. Je ne vais pas faire de modification de table de vitesse, donc je n'ai pas travaillé sur la machine. Les cartographies de fonctions, pour l'instant, je ne sais pas comment je vais changer mes cartographies. Donc je les change pas. Par contre, les lumières, ça, on va quand même faire un petit truc, c'est qu'on va se mettre ici en fade in out sur la fonction F0. Ça, c'est pour que il y ait un effet de diminution progressive de la lumière entre la marche avant et la marche arrière quand on commute sur les feux. C'est plus joli. Ça évite de faire un truc un peu violent. Alors ensuite, après, les slow fade, les slow fade in et slow fade out. Je vais simplement vérifier un truc parce que j'ai plus en tête exactement les valeurs idoines, donc il faudra que je regarde dans la notice du décodeur. Ça va me revenir. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que j'avais mis une valeur de 9 ici et
On va regarder ensuite, ça concerne quel CV déjà, je me souviens plus. CV 190 et 191. Donc on va regarder dans la notice les CV 190 et 191. Il me met une table de notice normalement. Les scripts. Ah, attendez. Non? Ah, c'est pas la même notice du coup. Alors attendez, parce que ça, faut que je me repaluche. Ils ont pas mis une table de notice globale? Oh, on m'avait dit combien? 190 et 191? C'est-à-dire qu'il va falloir que je me tape à rechercher tous les CV. Non, parce que là, vous vous rendez bien compte que il y a une partie de la notice en fait qui est liée au décodeur son, donc des choses qui ne sont pas pour l'instant pertinentes pour moi. 190 et 191. Parce qu'évidemment, tout n'est pas dans le bon ordre. Hors-fusil. Bon, alors déjà, on va faire autre chose. On va se remettre au début de la notice. Je suis désolé, hein. Et on va faire CTRL F. Voilà. On va faire là. Et on va mettre, hop, 190. Voilà. Temps de fade up et de fade down sur les effets. Définition pour permettre une plus large ajustable. Bah là, oui, si, c'est... Liste des différentes fonctions et configurations envers les MS. Ok, donc du coup, j'aimerais bien avoir la table. Voilà, c'est ça. Effet pour les fonctions lumineux. Montée en descente sur les CV, 190. Qu'est-ce que c'est que ça? Effet pour les sorties de fonctions, effet lumineux, fumigène, d'Etler. Les valeurs qui doivent être programmées dans les CV sont soit formées d'un code effet de 6 bits, oui, alors ça, on s'en fout. Alors, réglage du temps de montée, de descente de puissance. Ah, oui, d'accord. Oui, donc du coup, les valeurs sont pas les bonnes. C'est pas neuf. Effet de tube fluorescent. Étincelle de freinage lors d'un freinage brusque. Éclair, variation de lumière. Réglage de la valeur de variation dans CV 192. Effet boîte à feu, pulsation. D'accord. Mais ça, c'est quoi? C'est pas les CV, ça? Alors, les 10 sorties de fonction peuvent être utilisées. Les effets sont définis avec... 125, 100... Ah non, c'est ça. Gradation lente d'une fonction 88, 89, 90. Alors, on va mettre 88. Hop. 88. 88. Et écrire dans cet onglet. Pourquoi il ne me l'a pas passé? Comme vous voyez, c'est passionnant. Puis ça prend 3 plombes. Voilà. Donc là, c'était 88 que je voulais. Ah non, il veut pas plus. Il veut pas plus que 9. Bon, bah 9 alors. Pourquoi il veut pas plus que 9? Bon, c'est pas grave. On va continuer. Contrôle en analogique. Donc là, on a tout désactivé et on assure que ça, c'est éteint. Et on fait écrire les modifications de cet onglet
Ensuite, après, les consistes, on s'en tape. Avancer. Alors, avancer. Avancer, là, il n'y a rien à changer. Ensuite, on passe au son, on s'en fout. Volume son, on s'en fout. Accélération, décélération, moteur. Alors là, ici, on a donc l'intégrale value à 130, le différentiel à 80 et le proportionnel à 125. Donc là, ça c'est bon. Ça, on ne met pas d'expo. On ne met pas d'adaptative. On passe au suivant. Ça, j'ai pour les couplages, j'ai pas. Les fonctions alternées, j'ai pas. Le mapping suisse, ça, on verra ça plus tard. Les fonctions output, ça, on verra ça plus tard. La fumée, il n'y en a pas, mais j'ai mis les valeurs préconisées par Rocco. Le Zimo spécifique, eh ben, il n'y a rien à changer. Le Railcom, on active tout et on met standard reporting. Donc, j'allume Railcom, j'allume le second channel et le premier channel de broadcast, donc le broadcast et le data, et je broadcast aussi le voltage signal sur un reporting standard et non pas le reporting de la norme de Zimo du MX10. Une fois que c'est bon, on passe au freinage ABC. Pour l'instant, je ne m'en occupe pas. Le speed régulation, je ne m'en occupe pas. Les servos, je m'en fiche. Le décodeur lock, je m'en fiche. Les IMO input, je m'en fiche. Et le chargement de code spécifique, je m'en fiche aussi. Donc, normalement, j'ai terminé la préconfiguration du décodeur. Donc là, maintenant, je vais faire, moi, pour mes sauvegardes. Alors, ça va prendre un petit peu de temps. Je vais lire toutes les CV du décodeur pour les mettre dans JMRI, maintenant que j'ai modifié celle qui m'intéressait. Donc là, j'en ai pour 600 CV et à peu près pour 20 minutes. Donc, je ne vais pas vous faire poireauter pendant 11 minutes, évidemment. Donc, on reprend après. A few moments later. Donc, j'ai procédé au rodage de la machine, 30 minutes avant, 30 minutes arrière. Le décodeur a été configuré pour pouvoir faire ce rodage. Maintenant, on va configurer le décodeur pour les mappings des touches de fonction afin de pouvoir bénéficier des fonctionnalités de base qui sont fournies dans la machine, donc de façon physique, en adéquation avec le décodeur, et on va commencer à rigoler un petit peu. Donc pour ça, il va falloir qu'on regarde précisément plusieurs choses. D'une part, le brochage de la carte mère, c'est-à-dire là où vient se mettre le décodeur que vous avez vu tout à l'heure. Ce brochage par rapport au câblage, sachant qu'effectivement, comme je n'ai pas la version de base DCC son qui a été prévue de base, eh ben, il y a des fonctionnalités que je ne peux pas activer puisqu'elles sont inexistantes. Et donc, du coup, je me retrouve actuellement avec un mapping qui est le mapping standard du décodeur qui va activer des fonctions sur des touches qui ne sont pas forcément celles que je veux pour activer telle ou telle fonction. Donc, pour ça, il va falloir commencer à regarder le brochage du décodeur, puis le décodeur en lui-même, donc toujours avec la notice du décodeur, et ensuite, à l'aide de JMRI, modifier les mappings pour venir allouer les sorties de fonctions par rapport à ce dont j'ai envie sur les fonctionnalités. Donc, je vous propose qu'on commence à regarder ça tout de suite. Et donc, pour ce faire, on va aller directement au départ sur la page 70 de la notice
Et cette page 70, la voici. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que Rocco nous fournit un brochage sur la situation maximale du connecteur. Donc, la situation maximale, c'est 22 broches, moins une, en fait 21 broches, puisque la broche numéro 11 sert à positionner correctement le décodeur sur le connecteur. Et donc, on constate que sur ce connecteur 22 broches, la broche 21 et la broche 22 ne sont pas câblées. Donc ça, c'est un premier élément qui est important. Ce décodeur-là n'a pas de câblage physique sur la carte mère dans le tender lié aux broches 22 et 21. Donc si on regarde à quoi ça correspond, on regarde sur la page 15 et on voit que effectivement la fonction 21, la broche 21 et la broche 22 correspondent à fonction output 6 pour la broche 21 et fonction output 7 pour la broche 22. Donc, la première des choses qui est intéressante de revenir et d'analyser, c'est que quand on revient sur le schéma de brochage donné par Rocco, on a bien ces deux broches qui ne sont pas câblées. Du coup, nous avons en broche 19 l'auxiliaire 4, et si on compare avec la notice, l'auxiliaire 4 correspond à la fonction foutput 0,4. En face, nous avons auxiliaire 5, donc c'est bien conforme à ce qui est marqué sur la notice, puisque nous avons foutput 5 sur le branchement et les brochages du décodeur. Et donc, du coup, on sait qu'on va avoir en broche connectée foutput 1, foutput 2, foutput 5, foutput 4 et foutput 11. Pourquoi? Parce que quand on revient ici, on a cet auxiliaire 3 qui correspond à l'éclairage cabine qui est câblé donc sur la broche 2. Et cette broche 2, elle correspond à foutput 3, pardon, excusez-moi, puisque ça c'est l'erreur. C'est le GPID. Donc on a bien foutput 1, ça me paraît plus logique, foutput 2, foutput 5 et 4 et 3. Et on n'a pas 6 et 7. Bon. Donc, maintenant qu'on a ça, on peut revenir sur nos tables de mapping. Donc, dans JMRI, les tables de mapping, elles se font sur la cartographie de fonctions. Et on a donc une chose qui est très intéressante sur la cartographie de fonctions, c'est que actuellement, on a une fonctionnalité qui est donnée de façon linéaire avec la fonction f0 forward et la fonction f0 front qui sont activées en fonction de la commutation du sens de la marche. Donc, normalement, si on commute sur la locomotive, qu'on revient sur la locomotive, on se met devant. Si je reviens à marche avant avec F0 activé, je vois bien la lumière qui est activée. Si je passe en marche arrière, je suis censé avoir la lumière en marche arrière. Donc déjà, ça veut dire qu'on a deux éléments qui nous sont fournis et qui, à la limite, fonctionnent parfaitement sans devoir changer le mapping. Du coup, en revenant sur le mapping de fonction, donc là j'ai bien F0 qui a été activé avec la télécommande virtuelle du Z21 Maintenance Tool, et on a bien vu que en fonction de mon sens de la marche, eh bien j'avais soit le front light qui était allumé quand j'étais en marche avant, et le rear light qui était allumé quand j'étais en marche arrière. Maintenant,
j'ai sur cette table de fonctions 12 fonctions mappables qui me permettent de pouvoir faire différentes configurations d'activation de fonctions en fonction, donc de fonctions output, en fonction des fonctions sur la télécommande. Il est à noter quelque chose de très intéressant. C'est que même si on peut avoir plus de 12 fonctions sur une télécommande digitale, le mapping de base sur le décodeur se préoccupe de la fonction 1 à la fonction 12. Si on veut activer des fonctions supérieures à la fonction 12, il faut dans ce cas-là utiliser une table de fonctions spécifique qui s'appelle le mapping suisse chez IMO. En effet, quand on regarde l'onglet mapping suisse, alors il y a tellement d'onglets qu'à chaque fois je mets 3 plombes à le retrouver. Swiss mapping, voilà. Eh bien, il faut venir chercher les fonctions supplémentaires, donc notamment toutes les fonctions qui seraient supérieures jusqu'à 28. Alors là, apparemment, ça gère que jusqu'à 28. Il y a certaines télécommandes qui gèrent plus de fonctions, et donc il faut faire ce qu'on appelle des extrapolations de mapping, mais ce n'est pas l'objectif. Donc tout ce qui est au-dessus de F12, qu'on a vu dans le mapping de base, donc dans les tables, les fonctions output, non, c'est la cartographie de fonctions, il faut passer par le mapping suisse. Bon, maintenant qu'on a un petit peu déblayé tout ça, on va revenir sur qu'est-ce qui est intéressant et comment je vais pouvoir activer les choses. La première des choses qui va être assez sympathique d'activer, je pense, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la fonction F1. Normalement, si on regarde la notice de Rocco, on voit que sur la fonction F1, on active le son. Évidemment, je n'ai pas de son. Donc, cette fonction F1 à l'heure actuelle, quand je regarde la cartographie de base, elle active la fonction output 1. Donc, on revient sur la notice, encore une fois, du câblage du décodeur, et on regarde à quoi correspond la fonction output 1. La fonction output 1, elle s'appelle lumière rouge arrière. Tiens, lumière rouge arrière. Déjà, je ne savais pas qu'il y avait des lumières rouges arrière. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va désactiver la fonction F0 et on va activer la fonction F1 et on va regarder ce qui se passe. Et donc, en activant la fonction F1, on a bien, effectivement, les lumières qui sont rouges à l'arrière. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir créer des situations où on désactive l'éclairage arrière en rouge, où on l'active en fonction de la présence ou non, par exemple, d'un convoi attelé à la locomotive. Les lumières rouges sont activées quand la locomotive est seule, est en fonctionnement haut-le-pied sur le réseau, et les lumières à l'arrière sont désactivées quand, effectivement, le train est attelé. Donc, cette fonction-là, qui est donc la fonction F1, en soi, elle est plutôt intéressante. Donc, je vais mettre dans mon point bête, ici, dans les commentaires, F1, deux points, feu rouge arrière. Rouge arrière. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt sympathique. C'est une fonction qui, du coup, peut rester sur la touche F1 à partir du moment où on est effectivement renseigné. Maintenant, on va continuer à regarder sur l'output numéro 2. L'output numéro 2, il y a marqué activation. L'output numéro 2, pardon, est câblé sur le générateur de fumée. Problème, je n'ai pas de générateur de fumée. Donc ça veut dire que cette fonction-là
potentiellement, n'est pas câblé au niveau du corps de la machine, de la locomotive. Donc, la première des choses que l'on peut faire, c'est que sur notre mapping, la fonction 2 qui est alors actuellement mise sur la f output 2, on peut décocher. Puisque cette fonction-là n'est pas utilisée. Ensuite, après, on va continuer donc à regarder le comportement des différentes fonctions. On a fait la fonction 1, on a fait la fonction 2, on regarde donc la fonction 3. La fonction 3 qui est l'éclairage cabine. Ah bon? Il y a un éclairage cabine sur cette machine. Intéressant. Nous allons donc regarder ce que ça nous donne en activant potentiellement la fonction F3. Et quand on regarde ce qui se passe, eh bien on voit bien que en ayant activé la fonction F3, j'ai bien le plafonnier de la cabine qui s'allume. Du coup, la question, c'est est-ce que je veux garder l'éclairage du plafonnier sur la fonction F3? La réponse est bien évidemment non. Parce que j'ai pas de fonction sur F2, donc nous allons déplacer la fonction F3 qui était antérieurement sur la fonction foutput 3, qui était antérieurement sur la fonction F3, pour la mettre sur la fonction F2. Pour ce faire, je reviens sur ma cartographie de fonctions, et là j'ai bien foutput 3, que je vais venir mettre sur la fonction F2, et je vais décocher sur la fonction F3, foutput 3. Dans le même ordre d'idées, nous allons regarder tout de suite dans la notice à quoi correspond l'auxiliaire 4. Et l'auxiliaire 4 est aussi lié au générateur de fumée. Alors très certainement, ces deux modes du générateur de fumée qui doivent correspondre à des fonctionnalités spécifiques, générateur de vapeur et du coup, j'ai perdu ma truc. Voilà. Et du coup, il doit y avoir un mapping spécifique avec un comportement spécifique lié à la génération de fumée, puisque j'ai deux lignes pour le générateur de fumée qui sont prises. Donc ça veut dire qu'on a certainement un mapping suisse sur la version originale, enfin sur la version Digital 100, qui vient utiliser sur certaines sorties de fonctions des mappings qui allient des sorties physiques, donc un comportement du générateur, et un comportement scripté, comme par exemple les purgeurs ou des choses comme ça. Donc ça veut dire que concrètement, si je reviens sur mon mapping, la fonction auxiliaire, la fonction 4 qui active l'auxiliaire 4, eh bien elle aussi, elle est désactivée. Du coup, on va passer à la fonction foutput 5, et la foutput 5, c'est l'éclairage circulaire. Alors, moi, ça ne me dit rien, éclairage circulaire, parce qu'il y a encore un problème de traduction, donc on regarde ce qui est indiqué à côté, et à côté, il y a indiqué Circulation Lighting. Alors, Circulation Lighting, ça veut dire éclairage en circulation. Hein? Donc, éclairage en circulation, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça correspond, cette fonction? Eh bien, on va regarder en activant la fonction F5, qui est censée piloter foutput 5, ce que ça donne sur la locomotive, parce que je n'en ai pas la moindre idée. Donc là, on a toujours la fonction F3 qui est allumée, je la désactive, et je vais activer F5, et surprise, nous avons deux lumières qui viennent éclairer les embielages. Donc, si je reviens sur les configurations, on a un éclairage inclus de l'embielage, qui est une fonctionnalité que Rocco aime bien ajouter. Du coup, je n'ai aucune raison de la laisser en F5. Je reviens donc sur mes mappings, toujours sur JMRI, et la fonction F5 qui active foutput 5, je vais la mettre en
fonction 3. Donc déjà, si je reviens sur ma notice, nous avons bien l'éclairage cabine foutput 3 qui est mis par rapport à ma configuration sur la fonction f2 et la fonction foutput 5 qui correspond à la broche 20 du décodeur, à l'éclairage, ce qu'ils appellent l'éclairage circulaire, eh bien je la mets sur la fonction f3. Donc, je reviens sur ma petite fiche, f2 de point éclairage cabine, f3 de point éclairage en biellage. Je reviens donc sur ma cartographie de fonction et je vais faire écrire les modifications de cet onglet. Alors ensuite, après, on peut commencer à faire des modifications. Par exemple, aller dans les mappings spécifiques pour donner des comportements quand on active des fonctionnalités, notamment, par exemple, le mode de manœuvre, etc. Donc, pour ça, on va regarder différentes choses dans les mappings et il faut revenir un petit peu, rentrer un petit peu plus dans les détails. Mais ce qui est sûr, c'est que là maintenant, j'ai bien, si je remets ma locomotive en vision, j'ai bien, en activant la touche, j'ai perdu ma commande, en activant F0, en marche avant, s'il te plaît. Voilà. En activant F0, j'ai bien les phares. En activant F1, j'ai bien les rouges derrière. En activant F2, j'ai bien le plafonnier. Et en activant F3, j'ai bien l'éclairage de l'embiellage. Donc là, j'en ai fini avec les mappings de fonctions de base qui correspondent aux fonctions output du décodeur. Bien, maintenant, il y a quelque chose qui serait intéressant de mettre, c'est de définir une touche particulière pour la vitesse de manœuvre. En effet, la vitesse de manœuvre, c'est une vitesse réduite qui peut être activée directement avec une touche de fonction. Traditionnellement, cette touche est mise, en tout cas chez Rocco, sur la touche F6. Et donc, par question d'harmonisation en fait de l'ensemble de mon parc, j'ai décidé que cette touche F6 serait consacrée à la vitesse de manœuvre. Et donc, en appuyant sur F6, on peut déclencher différentes choses et on va voir comment. Alors, je me remets sur ma capture et je vais dans l'onglet qui s'appelle Shunt Uncoupling ou uncouplage, uncouple, pardon, Shunt Uncouple. Et là, ici, on a une rentrée qui s'appelle Half Speed Key extension, et là je vais venir mettre ma touche F6 et je vais écrire les modifications de cet onglet. Très certainement, il va encore m'indiquer une erreur parce que je suis en pomme, mais c'est pas grave, on va le laisser écrire. Voilà, et donc normalement si je lis tout cet onglet, eh bien la touche F6 est bien passée. Maintenant, je reviens sur ma carte de fonction et je regarde ce que je pourrais activer sur F6 pour actuellement
vérifier qu'il n'y a pas de fonctionnalités qui sont activées. Alors, dans le décodeur, sur la touche F6, il y a la fonction foutput 6, mais on a vu qu'elle n'était pas câblée. Donc, je la décâble et j'écris les fonctions. Je refais une lecture pour vérifier que c'est bien passé, et c'est bien passé. Donc maintenant, quand je vais appuyer sur la touche F6, je vais avoir la vitesse qui va être divisée par un facteur de 0,625, qui est la valeur par défaut, c'est-à-dire que je vais être à peu près à mi-vitesse par rapport à la vitesse maximum. Cette vitesse de manœuvre, je peux ensuite après la régler toujours dans l'onglet Shunt and Couple, où je peux donner un facteur de réduction qui va de 0,125 à 0,875 par incrémentation. Donc, c'est ce que l'on voit donc, dans cet onglet. La vitesse de 0,625 étant la vitesse par défaut, pour l'instant, je vais la laisser. Mais si je trouve effectivement que ma vitesse n'est pas assez rapide ou est trop rapide, eh bien, c'est ici que je vais pouvoir changer le facteur de réduction sur la pression de la touche F6. En se référant à la notice de Zimo, on voit bien que la touche de fonction pour demi-vitesse, qui correspond à la CV 155, est préférable par rapport à un autre usage. Donc le choix de la fonction qui commande la demi-vitesse régulation au maximum égale la demi-vitesse égale 0. La CV 155 non active, c'est donc la CV 124 qui s'applique. Et c'est donc préférable d'utiliser la CV 155 pour pouvoir modifier la vitesse, la demi-vitesse. Voilà. Donc ensuite, après, on a différentes configurations, en fait, différentes valeurs. Mais comme je passe par JMRI, le fait de câbler directement la fonction F6, ça vient mettre la bonne valeur dans le bit 0 à 4 du décodeur. Donc là, j'ai réglé ma fonction demi-vitesse. J'aurais pu mettre ma fonction demi-vitesse à un autre endroit, sur une autre touche, mais par souci d'harmonisation, eh bien, je décide que F6, vitesse de manœuvre. Voilà. Donc, il me reste la fonction F4 qui n'est pas câblée et la fonction F5 qui n'est pas câblée pour le moment. Donc, je vais enregistrer ma fiche, comme ça je suis sûr d'être à jour. Et maintenant, on va pouvoir continuer à cuisiner le décodeur, rajouter éventuellement des mappings sur F5 et F4. Alors, par exemple, sur ma cartographie de fonctions, puisque je connais toutes mes fonctions, je pourrais, par exemple, dire que quand je vais activer F4, je vais me mettre avec deux modes. Alors, c'est pas sur la fonction F4. Non, c'est dans le mapping suisse, pardon, excusez-moi. Dans le mapping suisse, je peux définir ensuite que ma fonction F4, voilà, va activer foutput. Donc là, il faut que je me souvienne de ce qui est marqué dans ma table de fonctions, que je vais activer foutput 3 et foutput 5. Pourquoi? Parce que sur ce mapping suisse, donc foutput en forward 3 et foutput 5, foutput 3 et foutput 5. Et là, je mets un groupe de dimming qui va être le groupe 1.
Et je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc, en appuyant sur F4, je veux que l'éclairage de la cabine et l'éclairage qui est lié à l'embiellage s'allument, que je sois en marche avant ou en marche arrière, et je veux avoir un flashing de cette fonction. Donc, je vais écrire toutes les modifications de cet onglet et je vais vous montrer ce que ça fait quand je vais appuyer sur F4 par rapport à la locomotive. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, j'ai mis sur cette fonction-là une fonction de clignotement. On revoit ici avec une puissance d'éclairage à 31. Et donc, on va regarder un petit peu, une fois qu'il aura fini toute cette embouille, ce que ça donne. Donc là, maintenant, j'appuie sur F4, et voilà ce que j'obtiens. J'ai bien, en appuyant sur la touche F4, un clignotement de mon output 3 et de mon output 5, ce qui correspond à ma cabine d'éclairage et à l'éclairage de l'embiellage. Pourquoi faire ça? Parce que là, c'est un test. Donc, je peux ensuite, après, me dire que j'utilise F4 et F5, par exemple, pour me mettre les feux de manœuvre, pour me mettre... Alors, les feux clignotants sur des locomotives à vapeur, ça fait un peu bizarre, on est d'accord, hein, mais là, ce que j'ai fait, c'était pour vous montrer l'illustration de comment on va utiliser un mapping suisse pour panacher deux commandes par rapport à une commande de fonction donnée sur la télécommande, et ensuite, par un groupe de dimming, lui donner un comportement. Là, pour l'instant, on est d'accord que c'est pas ce qui est le plus pertinent. Mais, par exemple, quand on en a vu la cartographie de fonctions, on a vu que, par exemple, je ne pouvais pas activer les fonctions, les premières fonctions primaires que on voit sur la table de mapping de la carte de fonction. Je ne peux pas activer, par exemple, sur des fonctions qui sont supérieures à F3, par exemple, je ne peux pas activer la output 1, et la output 1, c'est l'éclairage rouge à l'arrière. Donc, si je veux activer foutput 1 sur la fonction F5, je suis obligé d'utiliser la carte de fonction spécifique du mapping suisse, que j'ai encore paumé, donc je vais le retrouver, voilà. Donc, par exemple, sur F5, en appuyant sur F5, pour vous donner un autre exemple, je peux dire que je vais mettre foutput 1 et foutput 5 dans les deux sens. Et cette fois-ci, je vais mettre dans le groupe de mappage 2. Voilà. Et je vais lui dire que j'ai un comportement normal. Voilà. Donc là, pareil, je vais écrire les modifications de cet onglet. Dans le même ordre d'idées, je vais donc maintenant appuyer sur ma touche F5, et on voit bien que j'ai l'éclairage de l'embiellage qui s'est fait, et l'éclairage au rouge à l'arrière qui s'est mis. Donc l'intérêt de ça, c'est de pouvoir ensuite après utiliser des fonctions qui normalement nécessitent d'appuyer sur des boutons de la télécommande, et grâce au mapping suisse, de faire un panachage de ces fonctions, de les mettre ensemble dans une suite logique d'ordre allouée à une fonction de la télécommande. Et donc là maintenant, quand j'appuie sur F4, j'ai l'éclairage de la cabine et l'éclairage de l'embiellage qui clignote. Et quand j'appuie sur la fonction F5, j'ai le rouge à l'arrière et l'éclairage de l'embiellage qui s'allume. Voilà. Je peux ensuite après définir d'autres comportements liés à ces deux touches de fonction en rajoutant des niveaux supérieurs de mapping avec ce qu'on appelle des héritages. Le principe des héritages, je ne vais pas le traiter aujourd'hui, c'est de, par exemple, dire, quand j'active, par exemple, la fonction F5,
donc c'est-à-dire le rouge et l'éclairage. Je me mets en mode manœuvre et donc je mets en héritage la touche F6. Et ça, c'est déterminé dans le tableau de mapping suisse où effectivement je vais donner une antériorité d'ordre, c'est-à-dire que pour activer cet ordre-là, eh bien, ça va venir activer la touche F5. Voilà, donc ça, c'est la configuration de la machine. Il existe encore plein de possibilités pour venir améliorer le comportement de la machine en programmant le décodeur. Et JMRI, pour l'instant, est le système le plus simple pour pouvoir le faire, en tout cas le plus visuel, parce que s'il fallait faire ça à la télécommande, j'y serais encore. Donc là, effectivement, maintenant, la locomotive est bonne pour le service. Ses fonctions ont donc été proprement attribuées par rapport à la télécommande. Elle a été rodée 30 minutes à l'avant, 30 minutes à l'arrière, et maintenant, elle est prête pour fonctionner sur le réseau et tracter les convois sur l'extension. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo pour la configuration et l'installation d'un décodeur donc, en Plus 22, d'un MN330. On n'a pas fait la mise à jour du décodeur puisque le firmware était à jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les espaces commentaires, particulièrement l'espace commentaire de cette vidéo. Je tiens à remercier tout particulièrement toutes les personnes qui font des dons sur la plateforme Tipeee. Merci aussi énormément à toutes les personnes qui se sont nouvellement abonnées sur la chaîne. Merci de mettre un petit pouce, ça me fait plaisir et ça permet d'augmenter le référencement des vidéos de la chaîne Bienvenue à Wissonheim dans les algorithmes de YouTube et aussi du modélisme ferroviaire dans le YouTube Game français. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wissonheim et de son extension. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas, faites du train. Ciao!